Bonjour à tous, Damien Sourisseau, Jacques-Louis Kessler qui va nous faire un petit signe. Voilà, Guy Vrement. Bonjour. Donc on va avoir le plaisir d'animer ce webinaire donc sur le rôle des managers opérationnels dans cette période de reprise d'activité, de relance des activités. On va se laisser 3-4 minutes avant de démarrer le webinaire. Pour permettre à l'ensemble des participants de nous rejoindre. Bon, peut-être moi l'occasion avant qu'on démarre, de me présenter, de présenter le groupe IGS. Donc moi je m'appelle Damien Sourisseau. J'ai le plaisir de diriger depuis le 1er avril la filière management en formation continue du groupe IGS. Alors le groupe IGS en 30 secondes, c'est donc une fédération d'écoles qui développe des programmes de formation diplômants, certifiants à l'attention d'étudiants, d'alternants, d'apprentis, de personnes en évolution et reconversion professionnelle. Et puis donc sur des métiers ressources humaines, communication, journalisme, commerce, marketing, finance, droit, immobilier, informatique, et j'en oublie certainement. Et nous, donc, on a la particularité au sein du pôle formation continue donc de déployer une partie de ces formations à l'attention de salariés en évolution ou reconversion professionnelle sur trois lignes d'expertise. La première, c'est donc la filière ressources humaines, qui est la filière historique en formation continue du groupe IGS, formation continue. La deuxième, on a une filière qu'on a lancée aussi au 1er avril autour de la relation client, de la formation des équipes marketing et vente en entreprise. Et puis la filière donc, que j'ai le plaisir de diriger autour de la formation donc, de l'équipe managériale. Donc, qu'est-ce qu'on entend par équipe managériale? C'est donc toute la population des personnes qui participent au pilotage de l'entreprise, en démarrant par l'assistant manager, le manager de proximité, le manager de business unit, le dirigeant, le directeur d'activité, l'entrepreneur, l'intrapreneur et toute la population des chefs de projet. Donc voilà la population que j'ai le plaisir d'accompagner en formation avec l'équipe IGS-FC Management. Voilà, on a le plaisir, nous, donc, depuis le mois d'avril, depuis le lancement de la filière, de lancer, d'animer une fois par mois un webinaire autour de la thématique du management. On a ciblé en priorité les managers opérationnels parce que c'est les stagiaires qu'on accompagne le plus souvent en formation continue à l'IGS, tant sur des programmes intra qu'inter. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jacques-Louis Kessler et Guy Vrement, qui sont donc deux de nos formateurs consultants au sein du groupe IGS Formation Continue Management, qui ont chacun leur expérience. Alors Jacques-Louis plutôt dans le monde des PME et Guy plutôt auprès des entreprises de taille intermédiaire et des grands groupes. Voilà, et donc on va échanger aujourd'hui ensemble autour du management opérationnel en période de crise, en période de relance d'activité. Comment ces managers opérationnels, quel rôle assurent-ils? Comment aujourd'hui, alors qu'ils sont en première ligne par rapport à ces activités de relance, par rapport à ces activités de relance qui s'intègrent dans un climat, on en parlait en préparant ce webinaire, d'incertitude, de nécessité d'adaptation, de reprise de l'activité. Comment les managers arrivent à engager les équipes, à réengager les équipes après cette période de confinement. Comment ils arrivent à rester résilients par rapport à la reprise des activités, par rapport au climat des affaires, et comment transformer la crise en opportunité d'affaires plutôt que de la subir. Troisième thématique autour dans cette logique d'adaptation client, comment continuer à innover et comment continuer à garder le contact avec ses clients et à développer de l'activité commerciale. Et puis enfin, voilà, deux derniers sujets un sujet autour du pilotage d'activité. Est-ce que le pilotage est différent en ce moment et comment les managers doivent se concentrer sur la partie, on va dire, plus financière de leur rôle de manager opérationnel. Et enfin, on terminera sur les solutions d'accompagnement que IGS ou d'autres peuvent proposer pour accompagner ces managers en période de reprise.
Voilà, donc sans plus attendre, je vais confier la parole à Jacques-Louis. Voilà, bon, d'abord, merci Jacques-Louis d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Je te laisse te présenter et puis si tu peux démarrer par peut-être en guise d'introduction, camper un petit peu ce que tu observes en ce moment auprès des entreprises dans ce contexte de rentrée et où la reprise n'est pas si simple que ça à mener pour le compte des entreprises en France et à l'international. Bon, eh bien, écoute, merci beaucoup de me donner la parole. Alors, rapidement, qui suis-je? J'ai commencé ma carrière comme contrôleur de gestion. Ayant appris comment on pouvait gagner de l'argent, j'ai été sélectionné par une entreprise allemande de pharmacie dont j'ai dirigé la filiale exportation pendant plusieurs années. Puis après, j'ai mal tourné, je suis entré dans la formation, comme toi, et j'ai dirigé les decks, à Lille. J'ai ensuite fondé Excelia et je suis consultant en stratégie et en équipe d'encadrement, et généralement ça va ensemble, depuis 24 ans, travaillant essentiellement avec des PME ou des business units de grands groupes. Donc je suis plutôt un homme de terrain sur ce genre de choses. Alors, la crise que nous vivons et l'implication des managers de terrain, elle attire pour moi des observations. Enfin, je fonde mes analyses sur les observations que je fais à l'heure actuelle chez mes clients. Nous vivons une crise qui est assez bizarre parce que d'habitude, on a un ralentissement de toute l'économie. Bon, là, c'est pas vrai. On a des ralentissements à certains endroits, on les a pas autre part. D'abord, entre pays d'une part, et deuxièmement parce que des pans entiers de l'activité sont durablement touchés. Et ça, ça va nous suivre pour plusieurs années. Ce qui n'était pas le cas, par exemple, en 2008, où tout le monde a baissé, tout le monde est reparti. Là, il y a des secteurs qui risquent de ne pas repartir. On pense évidemment à des mutations extrêmement profondes dans l'avionique, dans le tourisme et des choses de ce genre. Voilà pour la partie, je dirais, la première partie que je fais. Ce que j'observe, donc c'est une grande inquiétude finalement dans les entreprises, une grande inquiétude à tous les niveaux. J'observe une inquiétude au niveau des directions. J'observe également une inquiétude au niveau du terrain. Qu'allons-nous devenir? Comment est-ce que ça va se passer? Je pense que la première chose importante aujourd'hui, c'est de rassurer les équipes. Si vraiment il y a quelque chose à faire, je pense qu'on en reparlera là-dessus. Et puis, on va avoir un bouleversement. Ce bouleversement économique va nous emmener sur un bouleversement des compétences. Il y a des tas de gens dans les entreprises qui vont changer de métier. Je le vois chez les clients, y compris des clients tout petits. Des changements de métier, etc. Et un effort particulier de formation va être indispensable. Voilà un petit peu, Damien, si tu veux, comment je vois ce que j'observe et ce que je tente d'analyser chez mes clients aujourd'hui. C'est une adaptation au monde tel qu'il évolue, peut-être plus que les recherches d'efficacité que nous avions avant. Aujourd'hui, c'est s'adapter au monde, coller au terrain pour vivre et survivre. Voilà. Quand j'entends, Jacques-Louis, tu parles d'incertitude, tu parles d'adaptation. Je t'ai entendu commencer à évoquer le rôle du manager, notamment manager opérationnel, dans cette capacité à rassurer les équipes. Guy, toi de ton côté, donc toi qui interviens dans des entreprises de taille intermédiaire, qui interviens dans des grands groupes, est-ce que tu confirmes voilà ce que dit Jacques-Louis. Surtout, voilà, moi ce que je te demanderais, c'est quelles sont aujourd'hui quelque part les caractéristiques j'allais dire du bon manager opérationnel, de celui qui réussit dans sa capacité à réengager ses équipes, pour engager ses équipes dans ce contexte difficile. Et surtout, voilà, quelles sont les techniques de management, de tips de management qui permettent de réussir dans cette période de reprise d'activité? D'accord.
Merci. Alors, en introduction, je me permets de me présenter. Alors, je suis donc Guy Vrement. Moi, je suis consultant formateur depuis un peu plus de 10 ans. Je vais créer une petite structure en province, notamment, et je travaille à 95% de mon temps sur des grands groupes, notamment en qualité de spécialiste dans le management opérationnel, notamment sur Paris, et puis avec IGS et le plaisir d'avoir Damien à mes côtés également. Donc, j'ai complété également une formation parce que j'ai remarqué au fil du temps, même si je suis ingénieur de formation en scientifique, qu'il était nécessaire de regarder un petit peu le côté économique des choses. Alors je dirais que j'ai un peu aussi mal tourné puisque je suis parti dans du développement commercial, création d'agences, gestion de centres de profit, et j'ai eu le plaisir de passer 2 ans aux États-Unis, notamment à San Bernardino, pour réaliser, dirais-je, un complément de formation au travers d'un MBA sur une spécialisation économie d'entreprise. Donc c'est une vision 360 degrés. Pour répondre à ta question, Damien, dirais-je, les managers qui réussissent aujourd'hui, bah, il faut dire qu'il y a deux types de management. Il y a soit je suis pris par la panique, le mode panique où qu'est-ce que je devrais faire, et qui n'est pas forcément la bonne question à se poser. Et les managers qui réussissent sont plus dans que pourrais-je faire. C'est la différence un peu entre pourquoi on en est là, et qui appartient au passé, c'est fini, et la dimension, dirais-je, du comment qui est orienté présent et avenir. Donc, déjà, dans un premier point, le manager qui réussit, qui est celui qui est serein, pour qui a su, quelque part, identifier ses points forts, ses compétences. Donc, et ça, c'est important. Déjà, identifier ses points forts, faire un petit peu une prise de recul sur soi-même. Alors, le Covid a permis pour certains managers, certains d'entre nous, de prendre cette altitude et cette attitude, pour pouvoir notamment regarder est-ce que finalement il y a écho dans mes propres valeurs par rapport à la déontologie de l'entreprise. Est-ce que je partage finalement l'ambition de mon organisation? Pourquoi je dis ça? Parce que je vois trop souvent de managers et aujourd'hui, finalement, oh, on va pas dans la bonne direction et finalement, ils deviennent caisse de résonance de leur incompréhension de la stratégie. Ça, c'est un peu ambigu parce que ça va ça va les discréditer auprès de leurs collaborateurs, ça c'est évident. Donc ça, c'est quelque part un mauvais point de départ. Alors vous allez me dire, l'idée c'est quand même d'aller chercher l'équipe et puis de regarder comment je peux les valoriser, pourquoi on va aller chercher leur intérêt. Et vous savez très bien que lorsqu'on va chercher l'intérêt des uns des autres, nous le verrons un petit peu aussi au travers du client, eh bien, je vais essayer de valoriser mes compétences, les miennes, mon niveau d'expertise, mais aussi ceux de mes collaborateurs. Donc l'idée simple, c'est déjà d'avoir une très bonne cartographie du niveau de contribution de ses collaborateurs, et de savoir déjà pourquoi ils sont faits, et avoir une vraie dimension de comment je peux évoluer avec eux. Alors ça va passer par une démarche managériale d'écoute active, et je pense à un grand groupe, notamment à la Défense, dans le milieu des assurances, qui avec la fonction RH, donc la DRH, ce qu'on a fait, on a revu, et tous les managers, nous avons vu la matrice de contribution de chacun, un petit peu pour Jacques Louis parlait de bouleversement économique, mais aussi bouleversement des métiers. C'est déjà de préparer le lendemain et de dire quelles sont les passerelles entre les différents métiers qui existent aujourd'hui au sein de notre groupe d'assurance pour faire évoluer nos collaborateurs. Pourquoi? Parce que nous allons devoir être de plus en plus agiles et nous sommes déjà dorénavant des nomades. Alors si on veut s'accrocher à son siège, dirais-je, c'est pas un facteur de succès. Donc voilà. Donc je dirais, au plus nous aurons des règles simples, au plus ça va susciter une action entre guillemets active et voire réactive. Alors, tu vas me dire, mais concrètement, comment je peux recréer du lien? Déjà, c'est nous, managers, nous, directeurs, pas d'a priori. Pas d'a priori sur un contexte, et pas d'a priori ni de préjugés sur les collaborateurs, sur leur contribution. Pourquoi? Parce que c'est important de donner l'image du pulse. Et très souvent, en fait, on ne sait pas trop où on va. C'est logique, c'est comme le ballon dirigeable. Là, il sait de où il part, mais il va au gré du vent. Et aujourd'hui, il va falloir s'habituer de plus en plus à cette dynamique
d'incertitude. Hein. Et cependant, il y a des petites choses simples qui vont créer du lien, hein, des petites opportunités conviviales. Donc voilà, déjà, préliminaire, pas d'a priori. Le second deal à avoir, c'est de développer cette convivialité. Alors, il faut être crédible parce que je ne peux pas commencer à développer de la convivialité si je ne l'ai jamais fait. Donc ça, c'est un préliminaire aussi, hein, notre crédibilité. Pardon. Donc attention sur cette notion de crédibilité. On peut pas. Guy, j'entends, je me permets d'intervenir. Bien sûr. Tu parles de convivialité dans une période de crise, de relance d'activité. Pour toi, c'est fondamental d'appuyer sur ce sujet-là. C'est un sujet qui était potentiellement déjà traité par les managers auparavant. En quoi l'activité de relance, de reprise vient exacerber ce sujet-là? Appartenance à l'entreprise. Appartenance à l'entreprise, c'est une dimension entre guillemets qui peut être magique. Alors il y a des ambitions 2025, j'entends des choses de ce type. Où il y avait des challenges 2020. Je crois qu'il faut maintenir à tout prix ce genre d'adage pour galvaniser, créer le lien, donner du sens à l'action, donner de la vision. Il faut avoir des grosses capacités de leader, de leadership. Je vais prendre l'exemple d'un centre hospitalier où, on le sait très bien, il n'y avait pas beaucoup de temps, dirais-je, pour prendre la pause quelque part. J'ai accompagné dans ces étapes difficiles une chef de service qui a réussi à prendre 10 minutes de l'équipe du matin et anticiper l'équipe de l'après-midi pour ne serait-ce que se raconter des événements heureux et des anecdotes sympathiques. Ça n'empêche pas qu'il y a les transmissions liées au métier, certes. Et voilà, donc ça, c'est créer du lien, c'est créer des choses informelles pour donner du sens, créer ce que j'appellerais un climat de confiance. Et on le sait bien, s'il n'y a pas confiance en l'organisation, s'il n'y a pas confiance, ne serait-ce que dans l'équipe, cette entreprise va avoir ses équipes sont pas vouées au succès. Voilà ce que je dirais. Jacques-Louis, donner confiance, j'ai entendu être porteur d'un projet, avoir une vision dans un climat d'incertitude comme aujourd'hui. Jacques-Louis, est-ce que c'est jouable pour un manager opérationnel parce qu'il n'a pas forcément en tête ou même pour lui, la stratégie de l'entreprise, elle est pas très claire. On parlait tout à l'heure d'adaptabilité, d'adaptation. Ça veut dire que l'horizon qu'on voyait peut-être à 2, 3, 4, 5 ans avec un plan de développement, etc., aujourd'hui, il s'est raccourci. Et dans ce contexte-là, le manager opérationnel, comment il fait, Jacques-Louis, comment il peut rassurer ses équipes sur cette vision d'entreprise? Je rebondis sur ce que disait Guy. Donner confiance. Donner confiance, c'est assumer ce qu'on est aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis dans l'incertitude. Eh bien, mesdames, messieurs, j'assume cette incertitude et je vais mener mon équipe de telle sorte que dans l'incertitude, on risque de faire ça aujourd'hui, on risque de faire ça demain. Avoir un but à 5 ans, c'est à certains moments se désavouer parce qu'on va faire le contraire. Aujourd'hui, il faut dire l'inverse. Il faut dire, je suis là, je suis à vos côtés, j'assume l'incertitude, je colle au terrain avec vous et ensemble, on va y arriver. Ensemble, à condition que vous fassiez remonter l'information au maximum pour moi et que je fasse descendre, que je partage cette information. On est de plus en plus dans des gestions d'équipe. Non pas parce que c'est une doctrine de faire de la gestion d'équipe, mais parce que le renseignement amené par chacun permet de voir le marché concret qu'on vit aujourd'hui et donc de le partager ensemble et de trouver une direction pour les mois à venir. Alors, il y a cette notion d'assumer l'incertitude et de dire je suis à vos côtés, je l'assume. Donc, dans cette tempête, je suis le roc. Vous pouvez vous raccrocher à moi, c'est ça qui est ça. En même temps, je ne peux pas vous garantir l'avenir. Et si je vous garantissiez l'avenir, je vous mentirais et vous ne me croiriez pas. On parlait, Jacques-Louis, de quelque part de résilience du manager opérationnel. Ça veut dire qu'il doit en partie rester optimiste dans cette période d'incertitude. Comment l'aider, Jacques-Louis, le manager opérationnel, à ne pas subir cette crise
et à plutôt, on parlait tout à l'heure en introduction d'adaptation par rapport à la demande client, des rester en contact, etc. Comment lui permettre de saisir la crise plutôt comme une opportunité d'affaires, plutôt que comme une descente aux enfers, si je peux me permettre l'expression, en termes d'activité? Bah, je reprendrai le monde évolue très vite, des choses sont en train de disparaître. Allons voir où elles disparaissent et puis lançons-le. Je prends un exemple, j'ai à l'heure actuelle des clients dans l'avionique. Bon, je fais pas de dessin sur ce qui se passe dans l'avionique à l'heure actuelle. La réponse, c'est finalement que savons-nous faire? Que savons-nous faire? Nous savons fabriquer des pièces de haute résistance, machin, etc. À qui ça pourrait être utile? Tu vois, on change de paradigme, on dit nous ne sommes plus dans l'avionique, nous sommes un centre d'usinage de très haute technicité. Qui peut avoir besoin de nous? Qu'est-ce que nous sommes capables de faire? Repartir finalement, non pas de nos clients, mais de ce que nous savons faire. C'est une des manières de réagir. Deuxièmement, c'est de se dire, finalement, nous vendons du service. Ce que nous vendons, c'est essentiellement souvent du service. Qui pourrait avoir besoin de ce service? C'est en fait avoir une démarche de créativité en disant, comme le disait Guy, n'éliminer aucune hypothèse et aller voir. Et donc, effectivement, faire une confiance à ses collaborateurs, aux idées qui nous semblent disruptives, qui peuvent nous-mêmes nous sembler iconoclastes, mais on va les voir. Et c'est comme ça qu'on colle au terrain et qu'on trouve de nouveaux débouchés pour notre entreprise. Faut pas se faire d'illusions. Aujourd'hui, on est dans des stratégies de survie. Enfin, chez beaucoup de mes clients et chez beaucoup de business units, on est dans des stratégies de survie. On y verra plus clair dans quelques mois. Mais comme l'économie française repart dans certains endroits, pas dans d'autres, comme à l'exportation, c'est exactement la même chose, ça repart dans certains endroits, pas dans d'autres. On vit au jour le jour, on l'assume, on le dit aux équipes et on dit j'assume parce que j'ai la force de caractère d'assumer l'incertitude, donc vous pouvez avoir confiance. En revanche, faites-moi remonter l'information. En revanche, j'écoute votre information. Alors, c'est très opérationnel, là, ce que je dis. Non, non, mais c'est l'objet de nos webinaires. Derrière, c'est une attitude d'esprit. Une attitude d'esprit qui tient aussi jusqu'au. Et après, je te redonne la parole, qui tient aussi à s'intéresser profondément aux gens. Les gens sont inquiets. Eh bien, il faut savoir dire à quelqu'un, tiens, aujourd'hui, vous avez mauvaise mine, qu'est-ce qui vous est arrivé? Alors, peut-être qu'il va vous dire, bon, je sais pas, j'ai mal dormi, d'accord? Peut-être qu'il va vous dire, j'ai des soucis avec ma femme ou avec mon mari. Et ça rentre aussi dans la certitude. C'est-à-dire que les problèmes personnels n'ont pas disparu à cause de la crise. Et ça, je pense qu'il faut être plus proche humainement, il faut, je dirais, plus aimer encore ses collaborateurs. Bon, moi, ça me plaît bien d'entendre ça, hein. Vous avez vu ici, groupe IGS, bienvenue dans le monde des possibles. Voilà, on est né de l'accompagnement des managers sur la partie RH, donc de le développement des talents et tout ce qui va avec. Moi, la question que je me pose quand même et que j'aimerais que tu puisses nous répondre, Guy, alors elle n'est peut-être pas facile à répondre, mais c'est justement, Jacques Louis parlait d'un état d'esprit, donc sur la force de résilience, sur sa capacité à être créatif, cette capacité à faire confiance, etc. Mais dire c'est pas inné. Et c'est comment en ce moment là, dans cette période où c'est fondamental, on peut accompagner des managers à changer de comportement est-ce qu'il y a des méthodes pour les amener à aller vers ce type de comportement qui sont propices à la situation dans laquelle on est? C'est une excellente question, dirais-je. Il est vrai qu'on ne peut pas changer les autres. On peut essayer, voilà. Alors, on peut toujours essayer, et c'est difficile. C'est très, très difficile de changer les autres. Par contre, si on change, je dis toujours, si on change un petit peu de soi-même, on a des chances, à aller changer un peu les autres. Alors déjà, c'est déjà ce que je disais tout à l'heure, prendre soin de soi déjà, hein, avoir déjà confiance en soi, confiance en l'organisation et confiance aux collaborateurs. Donc ça, c'est le préliminaire. Après, il va falloir, dirais-je, pour cultiver finalement cette dimension managériale,
je dirais avant tout être manager, celui qui définit des objectifs, qui relève les compteurs, ça va falloir l'oublier à un moment. Il faut arriver à ce que l'objectif nous poursuive plutôt que nous poursuivons l'objectif. Alors, on va me dire, ça c'est facile à dire, c'est moins facile à faire en cette période, dirais-je, difficile. C'est vrai. Ce qu'il faut aussi, c'est essayer de trouver et d'identifier ce que j'appelle moi les signaux faibles. Et à partir de ces signaux faibles, envisager des avenirs susceptibles d'en découler. Je m'explique. C'est-à-dire que on a une force, on peut avoir une force de vente, on a des collaborateurs, ils ont du réseau, ils connaissent plein de choses, ils sont dans les opérations, qui mieux qu'eux connaissent les clients et notamment la capacité, dirais-je, de développement de ces clients. Je vais prendre le cas concret sur ces petits signaux à détecter et tenter, dirais-je, d'en découler une réalité avec une vraie valeur ajoutée hein, pour justement désamorcer quelque part cette notion de crise, cette angoisse pour certains, et ce qui est légitime, hein, pour entreprendre. C'est une société en fait qui a 54 notamment points de vente. C'est de la restauration rapide. Ils font donc de la restauration rapide sur place, de la vente à emporter. Et ils identifient finalement que il y a plein d'after-work qui se font à droite, à gauche, dans certaines sociétés, par certaines organisations. Et ils imaginent un concept similaire. C'est un des collaborateurs, vous savez, qui vous sert au comptoir, qui a eu cette idée. Il dit, si vous faisiez nous aussi un pseudo after-work, d'autant qu'on a toute la capacité culinaire à le faire. Donc, ils invitent des professionnels. Ces professionnels arrivent et mettent leur business card, n'est-ce pas, dans une jolie boîte. Et il y a un tirage au sort qui est fait. Et c'est le regagnant repart avec un cocktail dînatoire pour 10 personnes au sein de son organisation. Bien, je peux vous dire, pour cette société hein, qui comprend plus de 900 collaborateurs, eh bien, l'activité, la troisième activité est née. Nouveau domaine d'activité, c'est l'activité traiteur. Qu'est-ce qui est intéressant dans cette activité traiteur? Non seulement je fais de la restauration sur place, de la restauration à emporter, et aussi une activité traiteur, c'est-à-dire que je m'adresse au B2C et au B2B. Alors, vous voyez, donc, dans cette période de crise, finalement, de confinement aussi, voilà, mais il y a des sociétés qui ont essayé de tirer, entre guillemets, aussi leur épingle du jeu, eh bien, ils ont réussi à maintenir une activité en B2B, hein, avec des plateaux repas, avec notamment du traiteur pour le particulier, hein, qui avait besoin aussi, malgré tout, de se retrouver. Donc, maintien de l'activité pendant la période du confinement et aussi maintien du chiffre d'affaires. Ça fait un peu l'effet Kiss Cool, le double effet, dirais-je. C'est qu'ils ont restauré un tas de restaurants qui ont dû être fermés et l'activité traiteur était, entre guillemets, supportée par le restaurant voisin. Vous voyez, donc c'est bien interpréter les signaux faibles. Alors bien sûr, il y a une prise de risque. Hein, pourquoi? Parce que ça peut être pris comme des opportunités hein, ou par de vrais signaux ou finalement simplement des bruits. Donc c'est là où intervient l'équipe, la notion management opérationnel, et c'est là où nous avons besoin de toute la connaissance des collaborateurs pour finalement adopter un esprit agile et juger des hypothèses qui doivent être vérifiées pour que l'idée, finalement, elle soit rentable. Et c'est ça qui est important. Donc, est-ce que ce que je vais mettre en place hein, va être rentable? Alors, on est déjà dans une démarche, vous voyez, on a oublié cette, quelque part, je ne vais pas dire qu'on l'oublie, on va capitaliser finalement sur cette période incertaine avec nos collaborateurs. Et comme le disait si bien Jacques-Louis, en disant, bah oui, c'est vrai, vous comme moi, nous ne connaissons pas l'avenir. Mais j'ai qu'une ambition avec vous, c'est de réussir. Et je ne peux rien faire sans vous. Hein, donc, c'est un dirigeant d'entreprise qui dit ça, avec lequel nous travaillons notamment chez IGS, et qui était intéressant parce que il dit je ne peux pas réussir sans vous. Donc l'entreprise, elle a besoin de vous. Et je pense que voilà, allons rechercher les comportements, ce que je vais appeler la sérendipité, hein, c'est-à-dire être opportuniste et tirer de ces opportunités, de ces hasards finalement, de la valeur ajoutée
pour moi, bien sûr, manager, parce que j'ai besoin de me soigner aussi, et aussi pour mes collaborateurs et pour l'entreprise. Voilà un peu pour répondre à cette question, notamment d'entreprendre avec agilité. Alors, moi, il y a une question qui me brûle les lèvres là, justement, on parle d'entreprendre, on parle de saisir des opportunités, j'ai entendu quelque part un peu d'innovation dans ce que tu disais par rapport à développement d'une offre, toujours en étant à l'écoute des collaborateurs. Maintenant, Jacques Louis, quelque part, ça marche que si tu as une direction qui va de pair avec le management opérationnel. Je me trompe ou pas et comment finalement, là, certes, on traite le sujet des managers opérationnels ce matin, mais si la direction insuffle pas un état d'esprit qui va dans le même sens, est-ce que ça va fonctionner ou pas? Est-ce que ça va permettre de sortir un peu de cette zone d'incertitude? Non, c'est évident que si on ne sent pas dans la business unit, si on ne sent pas qu'au-dessus, la situation est acceptée, son incertitude acceptée, si on ne change pas non plus aussi du changement, ça ne va pas jouer. Moi, je suis très frappé, ce que j'observe en usine ou en entreprise, les gens savent qu'il va y avoir du changement et ils s'étonnent qu'il n'y en ait pas. Je crois qu'il faut effectivement ne pas se laisser passer l'orage. Il faut se battre. Je vais reprendre un exemple. Guy a pris un exemple tout à l'heure de terrain, je vais reprendre un autre. J'ai des sociétés industrielles, bon, alors on connaît bien le processus de commercial dans une société industrielle. Le vendeur va voir l'acheteur. On discute et on part chacun avec des questions pour nos équipes. Aujourd'hui, j'ai des tas de clients industriels qui ont dit, écoutez, on ne se déplace plus, donc on va tout faire par séance vidéo. Sauf que cette séance vidéo, c'est pas une séance vidéo entre l'acheteur et le vendeur. C'est une séance vidéo entre l'équipe, les deux équipes. Et les questions trouvent des réponses immédiates. Ah oui, en ce qui concerne le conditionnement, j'ai tel truc, etc. J'ai tel contrat. Ah ben nous, on est capable d'y répondre, tout va bien, etc. En d'autres termes, on a gagné, là, dans certains contrats, on est en train de gagner 1 mois, 2 mois, 3 mois de travail. Et en plus, les équipes ont confiance les unes dans les autres. On a changé la relation entre les équipes. Le chef de magasin, il connaît le conditionneur de l'autre côté. Et voilà une innovation, si vous voulez, que j'ai vue dans des tas de PME qui leur permettent de gagner les parts de marché par rapport à des entreprises qui attendent que ça se passe. Donc, si j'entends bien, là, pardon? Non, si je t'entends derrière ce que tu dis, tu es en train de dire qu'avec la crise, avec le fait que, avec notamment la situation de confinement, le fait qu'on organise des réunions Teams, Zoom, ce que tu veux, à distance, a permis de connecter plus de personnes sur ces réunions clients, entre guillemets, et donc finalement, le partage d'informations et la partie collaborative entre le client et au sein même de l'entreprise s'est développé grâce à cette situation, c'est ça? Et grâce à ça, il donne une grande efficacité. Alors, il faut quand même qu'il y ait une impulsion parce que je repense à l'entreprise en question. Le dirigeant a dit, vous êtes sûr que ça va marcher? Voilà. C'était quand même un peu disruptif pour lui. Bon, ça a fonctionné, il n'est pas idiot, il a foncé. Et je crois que vraiment, l'important pour les directions, c'est effectivement de laisser leurs équipes prendre des initiatives et assumer cette modernité et cette innovation qui est absolument indispensable. On ne change pas de monde partout, mais dans pas mal d'industries et de services, on change de monde. Et donc, il faut être derrière avec l'innovation. L'innovation peut être une innovation de produits, de procédés, d'aller chercher un client, Guy a illustré qu'est-ce que je sais faire et avec ça, qu'est-ce que je peux en faire. Je vais me mettre à faire du traiteur là où je n'y avais jamais pensé. Voilà. On peut avoir comme ça des tas d'idées de ses collaborateurs qu'il faut aller tester. On est dans une période d'innovation. Donc, vous êtes en train de dire, si je comprends bien, en plus, si les équipes le sentent et si les directions l'affirment, alors on remobilise les équipes. Donc, vous êtes en train de dire que finalement, le Covid, la crise dans laquelle on est rentré, la nécessité de relancer les activités, aujourd'hui, finalement,
alors peut-être que je vais un peu loin dans ce que je vais dire, mais quelque part n'a fait qu'accélérer des tendances en cours en termes de, permettez-moi l'expression, mode managérial par rapport à la partie notamment collaboratif, agilité dans le management. Tu confirmes, Guy, ces observations de Jacques-Louis et que finalement, que la crise, ou qu'en tout cas que la période qu'on vit, ne va permettre que d'accélérer cette logique de management collaboratif, management participatif, cette capacité à s'appuyer sur ses équipes pour innover, et pour aller plus loin. Tu partages cette vision? Oui, moi je partage totalement cette vision, hein, ce que dit Jacques-Louis, ce que tu précises, tout à fait. Je pense que par rapport au changement, je crois qu'il faut plutôt faire face au changement plutôt que de le combattre. Hein, et trouver des solutions pour combattre, ça n'amènera absolument rien. Donc ça veut dire que, bah oui, si j'ai confiance en moi déjà, si j'ai une dynamique, dirais-je, managériale, au-delà de style de management cartésien, il faut faire ci parce que c'est comme ci ou c'est comme ça, etc. Je crois qu'il faut faire voler en éclats tous ces carcans quelque part pour pouvoir s'adapter très rapidement, entre guillemets. Et les solutions, elles sont chez nos collaborateurs. Les solutions, elles sont chez nos clients. Je dirais souvent, manager, autorisons-nous à nous ennuyer. Voilà, et travaillons pour notre inutilité. Ça veut dire que je vais faire grandir les talents de mes collaborateurs. Ça passe par là. Ils ont un intérêt à grandir, bien entendu. Alors après, vous allez me dire, mais celui qui n'a pas d'intérêt, bah, peut-être qu'il n'est pas à la bonne situation. Alors on va essayer de remettre en cause un petit peu les contributions. Je vous assure, il y a une vraie dynamique aujourd'hui de gens qui ils respirent. D'abord, ils sont contents de se retrouver, déjà, et même si c'est par visio. Hein, voilà. Alors, et tout ça, comme on le disait, hein, il y a cette notion, dirais-je, numérique, du digital, qui va continuer à bouleverser nos habitudes, hein, pour être plus agile, se montrer prêt, entre guillemets, à aller accepter d'autres niches, d'autres marchés. Voilà, je pense qu'il y a une vraie combinaison. On le voyait déjà avant cette crise, si je puis dire. Hein, beaucoup d'entreprises vont jouer la carte relationnelle. Hein, le directeur informatique de la société A connaît le directeur informatique de la société B. Le DRH de la société A connaît le DRH de la société B. Et pour chaque activité, chaque fonction, ben, il y a une multitude de relations qui se créent, quoi. Donc, je dirais, globalement, montrons-nous humbles, voire vulnérables. Et comme le disait tout à fait Jacques tout à l'heure, Jacques Louis, c'est admettre qu'on ne sache pas tout, pour répondre à cette question. Alors, je viens d'entendre un sujet là qui fait la transition avec la partie, j'allais dire, plutôt client de notre intervention. Bon, vous avez parlé de quelque part de proximité avec les équipes, de faire confiance, etc. Là, je viens de t'entendre parler de quelque part du bouche à oreille ou du réseau de chacun dans l'entreprise par rapport à cette capacité à rester en contact avec ses clients. Jacques Louis, ton analyse de la situation aujourd'hui dans la relation client, c'est quoi? C'est pour maintenir son activité, pour garder le contact avec ses clients. Alors, j'ose pas dire développer parce que c'est peut-être un petit peu compliqué en ce moment, en tout cas. Mais c'est quoi les caractéristiques principales de la relation client en ce moment pour un manager de business unit, comme tu le dis très bien, manager de proximité qui a du contact au quotidien avec ses clients. C'est quoi les tips du moment et qu'est-ce qu'il faut adopter comme posture pour maintenir son activité en ce moment? Alors, je crois qu'il y a deux choses. Il y a tous les soft skills qu'a développé Guy, et il y a également une partie de hard skills sur lesquelles il faut faire attention. La guerre des prix recommence, c'est clair. Hein, d'autant que en B2C, nous avons une contraction du pouvoir d'achat, c'est clair. On a arrêté l'économie française, on a fait 10% de moins, ça se ressent dans le niveau de vie des gens. Hein, et sur un certain nombre de produits, ils vont chercher les prix les plus bas. Donc, je pense aussi qu'au niveau du manager, il y a un pilotage très fin à faire de ces activités
notamment de faire une grande chasse aux coûts cachés, parce que ces coûts cachés, on peut les répercuter dans les prix ou dans les marges, et de préférence dans les marges, mais souvent ça va être dans les prix. Et ça va nous permettre de coller effectivement à nos clients. Dans la relation client, il y a aussi ce sentiment de se dire, certes, je vends un produit, certes, je vends des services, mais je prends d'abord en compte la préoccupation de mes clients. Et en B2C, c'est la guerre des prix. Donc, comment est-ce que je peux, par un pilotage très fin de mes équipes, un pilotage très fin de mes stocks, un pilotage très fin de mes coûts cachés, enfin, une suppression de mes coûts cachés dans la préférence, comment est-ce que je peux y arriver? Alors, moi, il y a un paradoxe quand j'entends ça, Ouais, Jacques, si je peux me permettre. Vous parliez tout à l'heure de faire confiance, de laisser l'initiative s'installer dans les équipes, de développer l'agilité de l'équipe, le collaboratif, etc. Et paradoxalement, là, tu viens de dire, bah, il faut que je sois dans la recherche de mes coûts cachés. Donc, moi, j'entends quoi? J'entends contrôle. Contrôle. Est-ce que les deux sont antinomiques? Est-ce que voilà, non, pas forcément. Le pilotage très fin, c'est une question de confiance. C'est de dire aussi aux gens, aux collaborateurs, attendez, on y va, tel client est différent de tel autre, on va le piloter de façon très fine. Donc là, c'est un travail d'équipe. Les coûts cachés, je crois que tout le monde souffre de la bureaucratie et des contrôles inutiles. Donc, ça entraîne l'adhésion. Où est-ce qu'on pourrait améliorer notre efficacité? Je le vois à l'heure actuelle chez certains clients. On a supprimé toute une série de tâches bureaucratiques, ce qui donne plus de temps pour être à côté des clients, parce qu'on fait moins de papier. Il y a tout cet aspect-là, je veux dire, qui est aussi important, qui va jouer à la fois sur le moral et purement directement sur les coûts aussi. Et ça, c'est une chose importante. Je crois qu'il y a l'adhésion au digital sont des choses qui vont renforcer la confiance des équipes, qui sentent qu'on a des préoccupations et qui vont nous permettre aussi de trouver des clients de façon que les clients sentent qu'on est vraiment au cœur de leurs préoccupations. Et ça aussi, ça renforce la confiance. Ok. Donc, le mot confiance, là, on l'entend dans tous les deux, hein, que ce soit Guy, que ce soit Jacques-Louis, depuis qu'on a démarré à 11h30. Alors, on l'a peut-être répété une vingtaine de fois, hein, tous les trois. Donc, pour vous, la réponse à la crise en ce moment, c'est on appuie notre management sur la confiance. C'est fondamentalement ça aujourd'hui qui va permettre d'engager les équipes, de redynamiser la relation client, de saisir la crise comme une opportunité d'affaires. Bon, moi, Le client ait confiance en nous, oui. Ok. Alors, on arrive sur, il est midi 10. Je propose que, alors, on va continuer l'échange avec Jacques-Louis et Guy, notamment sur les solutions de formation. J'invite par contre toutes les participants à poser leurs questions, hein. On a encore un quart d'heure, 20 minutes ensemble. Donc, n'hésitez pas à vous poser vos questions via l'outil. Moi, je voudrais qu'on arrive avec Guy et Jacques-Louis à aborder les solutions d'accompagnement des managers. Alors, qu'est-ce que vous observez, vous, chacun de votre côté? Peut-être démarrer par Guy, en ce moment, Ouais. en termes d'attente des entreprises, d'attente des salariés, en matière d'accompagnement, formation notamment, qu'est-ce qui caractérise cette période de reprise d'activité? Je dirais ce qui ce qui est le nerf de la guerre, hein, c'est la trésorerie, hein. Ce que disait tout à l'heure sur la partie économique Jacques Louis. Le nerf de la guerre, c'est la trésorerie. Alors combien de temps? Et c'est une grosse question, hein, combien de temps je peux tenir encore pour certaines sociétés, hein, de taille intermédiaire? Combien de temps je peux tenir encore avec ce que j'ai dans la caisse? Et c'est une question vitale. La deuxième, c'est comment je vais faire, hein, pour développer mon chiffre d'affaires et ma marge, dirais-je, rapidement. Donc, dans cette approche,
ouais, on va retrouver des formations de négociation, de techniques de vente, la capacité aussi sur le comportement aussi, hein, sur les fonctions RH, sur notamment tout ce qui va toucher les contributions. Hein, donc ça c'est important, et il y a beaucoup aussi de gens qui vont regarder la partie, je vois beaucoup de clients qui me demandent très souvent, c'est comment je peux conceptualiser quelque part et la rendre pratico-pratique, mon approche commerciale et marketing. Hein, donc voilà, donc ça passe déjà par l'écoute structurée, bien sûr, des attentes, et une autre société qui continue son plan de formation suite aux évaluations de fin d'année dernière, et qui, pour donner confiance et poursuivre l'activité, pour dire que de toute façon, nous évoluons, ont maintenu les budgets formation. Pourquoi? Parce qu'on aurait tendance, bien sûr, à faire de la chasse au coût, hein, et ça passe des fois par le personnel, et ça passe aussi par le développement des talents, et on coupe les budgets formation. Alors, j'ai rencontré un dirigeant, un DRH notamment, qui me disait voilà, moi mes collaborateurs, je leur promets pas un CDI, et pourtant ils me signent un contrat de CDI, et c'est ça qui est intéressant. Et par contre, je peux leur promettre le développement de leurs talents. Et ça, c'est intéressant. Et je pense que c'est important, notamment dans cette approche de consolidation des connaissances, des compétences, des expertises, pour fournir de la valeur ajoutée aux clients. Hein, voilà, encore faut-il bien savoir identifier la valeur service, produit que je vais offrir à mes clients. Donc là, il y a un tas de solutions, notamment Donc, qui peuvent être des solutions d'accompagnement, j'entends, autour de la relation client, qui est importante en ce moment par ouais, rapport à l'activité commerciale, marketing, ouais, vente. J'ai entendu des sujets autour de la négociation, autour du management du cash, de la trésorerie, de la performance économique. ouais. J'ai entendu, bien sûr, des sujets autour de la partie management des hommes, des équipes. Vous en avez Oui, parlé suffisamment tous les deux sur la partie collaborative, la partie comment apprendre à faire confiance à ses équipes, à développer la créativité. Jacques-Louis, tu confirmes cette tendance, et qu'est-ce que sur les Alors, sujets, en termes d'approche, pédagogique, en termes de type de format de formation? alors, je la confirme et je la complète. Je la complète avec des souhaits de formation sur ce qu'un de mes clients appelle liquéfier l'affaire. C'est-à-dire comment former les managers à ce que leur activité rapporte le plus possible de trésorerie. Et là-dessus, il y a pas mal de choses à faire. Il y a, je confirme aussi, la volonté de faire évoluer le personnel. J'ai à l'heure actuelle un client qui lance des cours de digitalisation, d'informatique. Il sait pas où il va, mais il se dit que ça sera par là à l'avenir. Donc, c'est toute une population de terrain qu'il faut former à ça. Et puis, il y a effectivement, je l'ai déjà parlé, des formations pour distinguer les coûts cachés et lutter contre eux et réaffecter réaffecter les gens sur des jobs qui soient plus créateurs de valeur. Alors maintenant, il faut être à la fois au four et au moulin, puisqu'on veut faire du pilotage fin. Et ce que je remarque, ah oui, si j'avais oublié une dernière chose aussi, j'ai des interventions qui vont venir simplement sur une thématique qui me paraît intéressante de la part d'un chef d'entreprise. Vous allez expliquer à mes cadres ce qu'est le monde aujourd'hui et où va le monde aujourd'hui. Des formations de base finalement en économie générale, en géoéconomie, quelques formations, mais pour comprendre le monde dans lequel on vit. Voilà. Alors les formats, ça c'est clair. On va vers des formats digitalisés, hors présentiel, hein, en distanciel, sur des formats de 2-3 heures qui permettent de ne pas quitter l'entreprise, qui permettent donc de gagner du temps, qui ne perturbent pas complètement une journée de travail, parce qu'on colle au terrain et qu'on fait du pilotage fin. Quitte à ce que, par contre, ce genre de solution s'étale dans le temps, s'étale sur. Il ne s'agit pas d'un one-shot, il s'agit effectivement de tout un plan de formation qu'on va étaler
et dont on va essayer de limiter le présentiel. Pas de le supprimer, mais de le limiter. Voilà à peu près ce que je ressens chez mes clients qui sont plutôt des PME ou des business units. Hein. Bon, nous, pour accompagner les deux types de structures à l'IGS, que ce soit des PME, des ETI ou des grands comptes, on constate à peu près les mêmes choses. Hein. Ça serait notamment sur la partie intra-entreprise. Le format qu'on nous demande aujourd'hui, c'est… Alors, nous, on a la particularité d'être dans la délivrance de certificats, un certificat de compétences. Donc, quand on engage une formation, on s'engage dans un parcours avec l'IGS. Aujourd'hui, on avait, nous, des parcours qui étaient câblés sur 50 heures, 100 heures de formation, 200 heures quand on allait sur des parcours diplômants, 250 heures quand on allait chercher un bac plus 4, un bac plus 5 avec l'IGS. Aujourd'hui, on nous demande de réduire la durée du parcours. On nous demande bien sûr de basculer sur du full distanciel et surtout, j'allais dire aussi d'être dans des formations qui sont très orientées, qui permettent de mixer à la fois la partie solution, c'est-à-dire que sur un atelier de 2 heures, on va aborder une thématique bien précise, on va pratiquer l'échange entre participants sur le sujet sur lequel intervient le formateur, et à la fin, le formateur est là pour consolider le savoir et consolider les best practices. Donc, ces ateliers de 2 heures avec, comme tu le dis si bien, Jacques-Louis, des moments de prise de recul. Parce que malgré tout, dans la tempête, il faut être capable de voir un peu plus loin ce qui se passera derrière. Donc, voilà un peu ce qui se profile à l'horizon. Et effectivement, nous, en formation continue aujourd'hui, sur nos 4 sujets d'expertise qui sont, on en a parlé, hein, le leadership et le management collaboratif à l'IGS. Le deuxième sujet sur la partie stratégie, organisation agile. Le troisième type de parcours sur tout ce qui va toucher à l'innovation, au développement d'entreprise. Et le quatrième sujet autour du pilotage économique responsable, c'est le type de demande qu'on a de la part des entreprises. Donc effectivement, voilà le type d'activité de formation qu'on est amené à dispenser à l'IGS. Alors, si on arrive sur la fin de notre webinaire, je voudrais, si vous en êtes d'accord, Jacques-Louis et Guy, que vous puissiez chacun procéder à une conclusion voilà, de votre intervention en mettant en avant les 3-4 points clés que vous inviteriez chaque participant à retenir de votre intervention par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Bon, on commence par Guy. Qu'est-ce que tu mettrais toi en avant sur tout ce qu'on a dit ce matin? Je dirais que déjà un premier mot qui concerne le management, donc au sens large du terme, c'est sérendipité. Avoir un état d'esprit opportuniste, bienveillant. Bienveillant ne signifie pas entre guillemets béni oui ou bisounours, n'est-ce pas? On n'est pas dans un monde de bisounours, mais vraiment bienveillant qui permettent entre guillemets aux collaborateurs de développer leurs talents. Voilà. C'est Jack Welch qui dit en fait quelque chose que j'apprécie beaucoup, et il dit souvent les chiffres ne font pas la vision, ils en sont la conséquence. C'est un peu l'idée que l'objectif continue à nous poursuivre dans cet esprit quoi, de développement. Donc sérendipité, écoute active pour nos collaborateurs et développement. De ton côté, Jacques-Louis? Moi, je dirais être créatif. Être créatif, être innovateur à tous les échelons, depuis l'état-major et les patrons de tête pour qui c'est fondamental, jusqu'au terrain, et notamment dans les business units. C'est dans les business units que les adaptations doivent se faire si on veut rentrer du chiffre d'affaires de l'activité ou traiter l'activité. C'est dans les business units que l'adaptation doit se faire. C'est donc à ce niveau-là aussi qu'il faut être créatif en bénéficiant effectivement de la confiance de l'échelon du dessus. La créativité, cette créativité, c'est également animer les collaborateurs pour inspirer confiance et donc que les gens soient efficaces. Et puis une troisième chose quand même qu'il ne faut pas oublier, hein, c'est comment augmenter la productivité. On est obligé d'en passer par là
parce que la résilience des entreprises se fera là-dessus, sur la capacité à liquéfier, ça c'est pour la trésorerie, à générer des marges et à répondre aux attentes des clients qui, particulièrement en B2C, vont devoir baisser leur prix puisqu'on est en face d'une atteinte, pas d'une disparition, mais d'une sérieuse atteinte à la classe moyenne en France, au niveau des niveaux, enfin, quand on parle niveau de vie. Voilà, c'est complémentaire de ce qu'a dit Guy, hein. Mais j'insiste sur la créativité. Bien, mais moi, avant de remercier tout le monde, donc un petit mot pour vous rappeler, donc pour ceux qui sont intéressés par rejoindre un parcours de formation à l'IGS, formation continue, particulièrement sur des parcours de formation management, que à l'attention de ces managers opérationnels, on a une offre qu'on appelle inter et intra-entreprise. L'offre inter-entreprise se fait principalement, nous, sur la forme de formules de certificats resserrés de 8 à 10 jours qu'on peut suivre en partie en distanciel, notamment puisqu'aujourd'hui, on a migré notre offre sur la partie distancielle. Donc, sur des certificats de 8 à 10 jours, à la fois sur le management, la partie stratégie, la partie pilotage économique et la partie innovation et développement d'entreprise. Du côté intra, vous le verrez, notamment pour ceux qui, vous allez tous recevoir là, de la part de notre service communication un mail de remerciement. Et vous verrez qu'on a proposé une offre de rentrée qu'on appelle Reboot Your Manager, qui reprend ce qu'on disait tout à l'heure avec Guy et Jacques-Louis sur le fait qu'on a construit une offre sous la forme d'ateliers de 2 heures en full distanciel qui permettent d'obtenir des certificats IGS en reprenant les thématiques. Je pense notamment, on a un certificat autour du management d'équipe en mode blended, donc à distance et au travail au sens physique du terme, avec des aspects collaboratifs, de leadership, de coaching et de redonner confiance en cette période de relance d'activité. Voilà, donc on a 8 certificats aujourd'hui que vous pourrez consulter en ligne. Un petit mot donc pour vous remercier tous tous les participants d'avoir assisté à notre webinaire. Je voulais remercier aussi le service communication. Alors pour ceux qui sont encore avec nous, vous allez recevoir un petit quand vous allez vous déconnecter un petit mot de la part de notre service communication qui voilà, ceux qui veulent aller plus loin avec nous, vous pourrez laisser vos coordonnées pour qu'on puisse reprendre contact avec vous et puis étudier un projet de formation tant en inter qu'en intra-entreprise pour les responsables ressources humaines. Remercier Jacques-Louis et Guy, avec qui j'ai eu le plaisir d'animer ce webinaire. Remercier aussi l'équipe qui est derrière moi, là, dans le bureau de derrière, management, les pédagogues, les responsables d'affaires, les ingénieurs pédagogiques de la filière management du groupe IGS qui, derrière cette offre, ont travaillé tout l'été pour préparer une offre de rentrée. Et puis vous dire que le prochain webinaire, j'aurai le plaisir de l'animer avec Paolo Lopez, qui est le nouveau directeur de la filière formation continue ressources humaines au sein de d'IGS FC. Et en fait, on interviendra avec un enseignant-chercheur du groupe IGS sur les modes managériales en cette période de reprise, de relance d'activité. Romain Zerbib, on a le plaisir d'avoir donc cet enseignant-chercheur qui travaille au sein des équipes IGS, a rédigé un formidable ouvrage sur justement les modes managériales et est-ce que dans cette période de reprise d'activité, quels sont les modes actuels, les tendances, est-ce qu'elles sont durables et est-ce qu'elles sont adaptées à ce qu'on vit en ce moment? Je pense notamment à tout ce qui est agilité, collaboratif. Et donc, on étudiera le sujet avec Paolo et Romain. Et donc, on aura le plaisir de vous retrouver le 8 octobre prochain sur le même horaire en fin de matinée. Merci encore à tout le monde et au plaisir de vous retrouver sur les webinaires IGSFC Management. Bonne journée à tous. Merci. Merci. Merci Jacques-Louis. Merci Guy. Avec plaisir.